Je suis haut potentiel. Et en fait, c'est une réalité avec laquelle j'ai encore du mal. Alors, je comprends ce que ça veut dire. Enfin, je crois. Dans la théorie, je comprends ce que ça signifie, ce que ça implique et en quoi ça impacte mon quotidien et mes relations de vie. De toute façon, je m'en rends bien compte. En pratique, j'ai beaucoup plus de mal à l'assumer, à faire avec et à vivre avec les autres. Je crois que le plus difficile, en fait, c'est ça. C'est de vivre avec les autres en sachant pertinemment qu'on est différent. J'ai pas la même façon de concevoir ma vie, j'ai pas les mêmes objectifs de vie, et bien que ce soit logique, puisque individuellement on est tous différents, et qu'en soi personne ne se ressemble et ne réfléchit de la même manière, en fait c'est encore plus marqué dans mon cas. Alors déjà, qu'est-ce que c'est être haut potentiel ? Pour Jean-Claude Grubard, professeur de psychologie expérimentale, les personnes surdouées, en fait, ce sont des personnes qui traitent l'information différemment des autres. Pour certains scientifiques, ça va être des personnes ayant un quotient intellectuel supérieur à 130, mais en fait, de nombreuses études commencent à mettre en évidence qu'il existe différents types de haut potentiel. Il y a le haut potentiel émotionnel, intellectuel. L'idée, en fait, c'est que les personnes HPI, donc haut potentiel intellectuel, au potentiel intellectuel, et toujours selon Jean-Claude Grubard, auraient une mémoire de travail, donc une mémoire à court terme, plus efficace que les personnes normotypiques. Alors, on dit normotypique pour les personnes qui ont un mode de réflexion et de pensée qui est dans la norme, et on dit neuroatypique pour les personnes qui en sortent. C'est les termes scientifiques qui ont été donnés. Et en fait, les personnes dites HPI peuvent plus rapidement répondre à l'information pendant un temps qui est supérieur à la norme. Ce qui fait que, en fait, les personnes HPI, elles vont avoir une pensée dite en arborescence, donc comme un arbre, et faire des liens entre des éléments auxquels personne n'aurait pensé, mais très rapidement, et parfois tellement rapidement qu'ils arrivent à la fin de leur réflexion sans savoir le chemin qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire qu'ils vont faire un lien entre A et C, et en fait, pour aller de A à C, il y a B, et en fait, B, sur le moment, ils s'en rendent pas compte. Donc, ils vont de A à C, toc, super vite, donc ils parlent de C, et après, on leur dit, comment t'as fait pour en arriver là ? Et ils se disent, ah oui, ah d'accord. Et donc, du coup, on réfléchit à l'envers. C'est-à-dire, on conclut, et après, il faut qu'on prouve comment on est arrivé à la conclusion, pour faire simple. Et les personnes au potentiel, donc comme moi, ont décrit une certaine hypersensibilité, un intérêt multiple et intense dans plein de domaines. Genre, typiquement, moi, c'est mon cas, je fais énormément de choses et j'adore ça. Un grand sentiment d'injustice dans tous les domaines existants. Ça va être quelque chose qui vraiment va toujours revenir. Alors après, je dis toujours parce que c'est ce qu'on retrouve dans la norme. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est toujours le cas dans 100% des cas, qu'il n'y a pas d'exception. Et ça ne veut pas dire non plus que ça fait office de diagnostic. Il y a des professionnels de santé qui font en fait des tests spécifiques et qui portent le diagnostic, comme ça a été mon cas. Il y a des tests à faire. C'est pas forcément nécessaire de faire les tests pour le savoir, c'est fonction de la personne. Moi, en tout cas, je ne fais pas de diagnostic et je vous dis ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Alors, il faut savoir qu'il existe également d'autres traits décrits pour les personnes au potentiel. Et comme je vous le disais, je suis ni psychologue ni experte dans le domaine, donc je ne vais pas aller plus loin. Je vous laisserai chercher par vous-même, en sachant qu'il y a autant la neuropsychologie, la psychologie, la sociologie que les sciences cognitives qui ont défini en fait ce que c'est une personne au potentiel. Et pour ma part, j'ai découvert les vidéos de David Lefrance et qui fait du coaching aussi pour les hauts potentiels et c'est super intéressant. Donc si jamais vous avez envie de vous renseigner, n'hésitez pas. Alors, me concernant, j'ai jamais été diagnostiquée. Enfin, j'ai pas été faire les tests de QI qui prouvent que c'est le cas. J'ai été diagnostiquée par ma psychologue parce qu'à un moment de ma vie, en fait, vivre avec mes pensées en arborescence, c'était trop compliqué. En plus, j'avais des soucis dans mes études et mon mental, en fait, tourne tout le temps. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a toujours des pensées dans la tête et à moins que je fasse quelque chose, et encore, vu que je m'ennuie très vite, je fais toujours plusieurs choses en même temps et c'est pas parce que je fais plusieurs choses en même temps que je n'écoute pas. Je suis typiquement le genre de personne qui, en cours, je prends toujours cet exemple parce que c'est très parlant, quand j'étais en amphithéâtre avec un prof, sur mes notes, je prenais en note les dires du prof, le diaporama, j'avais 2 pages d'ouvertes et en même temps que je faisais ça, je pouvais chercher des images pour rajouter à mon cours. Et à la fin de mon cours, non seulement j'avais tout le contenu et 10 diapos et de ce que disait le prof, mais j'avais en plus fait la mise en page, mis des photos en plus, mon cours il était prêt à imprimer et je l'avais pratiquement enregistré, donc à moins les gros cours, ou alors quand j'étais déjà à 8 ou 10 heures de cours, donc en fin de journée, j'avais globalement enregistré une grande partie du cours et il me restait plus qu'à finaliser l'apprentissage. Donc c'est sûr que ça aide un petit peu pour les études, on est bien d'accord. Donc comme je vous le disais, en fait, j'ai pas passé les tests de QI, j'étais chez une psychologue et comme je vous le disais, en fait, ma tête, elle tourne tout le temps, elle arrête pas, je suis toujours en train de faire plein de trucs et à certains moments de sa vie, on le tolère plus. Et moi, j'arrivais à un moment où je le tolérais vraiment pas, j'avais des pensées suicidaires, je pensais pas pouvoir avancer, enfin, c'était une sale période, hein.
Et donc, j'ai pris la décision seule d'aller voir une psy en me disant, non mais là ça va plus quoi. J'en avais parlé à ma généraliste et ma généraliste, elle m'a dit, oui, on va aller voir une psy et puis ça va te faire du bien. Et elle a pas eu tort. Il faut savoir que quand je regarde en arrière, moi j'ai beaucoup de compassion pour mon ancienne moi et pour mes difficultés. Je suis contente d'avoir été aidée parce que désormais je chéris mon quotidien, je me rends compte de la chance que j'ai, je sais qui je suis, parce qu'il faut pas se leurrer, quand vous pensez tout le temps différemment des autres, quand vous en avez plein dans la tête, que vous faites plein de choses, qu'en plus vous vous débrouillez en cours assez rapidement, ça peut parfois entraîner de la frustration chez certains et certaines, et c'est très compliqué à gérer, surtout qu'on nous fait bien sentir depuis qu'on est gamin, qu'on est différent, qu'on réfléchit pas pareil, donc il arrive un moment où on en a un peu ras-le-bol quoi. Donc ouais, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour moi et pour ce que j'ai traversé parce que c'était dur, mais j'ai été aidée et je suis très contente de l'avoir fait parce qu'au fur et à mesure de mes séances de psychothérapie, en fait, ma psy elle a mis le doigt sur ma façon de penser, d'interagir avec le monde. Elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui lui disait quelque chose, dans le sens où au tout début elle m'a pas parlé de haut potentiel, puis au fur et à mesure elle a commencé à me dire peut-être que si. À un moment on a eu un doute avec de l'autisme, mais pour elle vraiment je suis haut potentiel. J'ai choisi de pas faire les tests parce qu'en fait je suis encore en pleine réflexion de qu'est-ce que ça va m'apporter ces tests, est-ce que j'en ai vraiment besoin, et puis vous savez il y a toujours la question de et si le diagnostic a été faux, qu'est-ce que ça va m'apporter et est-ce que ça remet en cause mon identité aujourd'hui. Et c'est des questions auxquelles je n'ai pas les réponses, donc ça c'est des réflexions qui sont très personnelles et propres à chacun. Il y a certaines personnes qui vont préférer faire le test, voilà, parce que ça va leur apporter des choses dans leur vie, ça va les conforter dans un mode de pensée. Pour certaines personnes, avoir une étiquette, c'est rassurant, dans le sens où vous savez, il n'y a plus de doute. Vous avez défini, vous savez, vous vous y tenez, et vous tenez à cette définition que vous avez choisie. Pour d'autres, on préfère ne pas avoir d'étiquette. Voilà. Moi, en tout cas, au potentiel, ça me va, ça me fait du bien de l'entendre, ça me fait du bien de le savoir, et ça me parle beaucoup. Donc pour moi, c'est le plus important, en tout cas aujourd'hui. Il faut savoir que c'était une notion que ma généraliste m'avait déjà évoquée lors de différents entretiens, et elle m'avait donné un livre qui m'avait déjà permis de débuter ma réflexion. Alors là, tout de suite, j'ai plus le titre du livre, mais si je te le retrouve, ce sera dans la description. Donc, faut savoir que quand elle me l'avait déjà mentionné, c'était grave plaisant. Sur le coup, ça m'a pas du tout effrayée. Au contraire, c'était en mode ah, mais enfin quoi. Enfin, on trouve ce que j'ai. Alors, c'est pas une pathologie, on est bien d'accord, et c'est rien de grave, on est d'accord aussi. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai grandi en entendant mais t'as un pet au casque, ah mais tu réfléchis trop bizarrement, non mais faut pas penser comme ça, et puis pourquoi tu penses comme ça, non mais il y a aucun lien à ce que tu dis, non mais c'est pas logique, et en fait, c'est pas des réflexions qui sont blessantes en soi, mais un peu, plus tout le temps, plus sur les années, au bout d'un moment, on en a ras-le-bol, quoi. C'est bon, oui, je pense pas comme tout le monde et je t'emmerde, globalement. Donc c'était rassurant. Là, les premières sensations, ça a été rassurant. Puis après, ça a été inquiétant parce que la nouveauté, l'inconnu, quelque chose qui... On atteste de la différence, donc attester de la différence, c'est vraiment dire oui, en fait, effectivement, tu sors de la norme. Et alors, je le redis, je suis quelqu'un de très privilégié, j'ai énormément de privilèges dans ma vie, je suis blanche, je suis dans une catégorie socio-professionnelle moyenne, je suis indépendante, j'ai pas de handicap, enfin voilà, je suis quand même très privilégiée dans ma vie, qu'on soit bien clair. Donc c'est vrai que pour moi, me faire catégoriser neuroatypique, ça a été sur le moment à la fois cool et à la fois pas cool. Mais bon, ça je pense que c'est comme pour tout en fait, et ça dépend de chacun. Ce que j'en garde, c'est que c'est très plaisant parce qu'en fait je pouvais commencer à réfléchir à autre chose et pas chercher à me définir. Je pouvais enfin construire quelque chose avec moi-même en disant ok, je suis comme ça, et puis c'est pas une tare, et puis c'est pas grave. Et en fait ce diagnostic il date de quelques années, maintenant il date depuis quelques années, et il me permet au quotidien de mieux comprendre mon stress et mon anxiété parce que je sais à quoi c'est lié, donc j'arrive mieux à agir dessus. Je comprends aussi pourquoi j'ai des pensées qui fleurissent, parce que ce qu'on se rend pas compte, c'est que des fois on pense à plein de trucs, puis on fait pause et puis on se dit mais pourquoi je pense à ça, comment j'en suis venue à penser ça. Et typiquement moi, parler à voix haute, faire des podcasts, c'est un truc qui m'aide énormément parce que vu que je parle à voix haute, je m'entends, et c'est quelque chose de très con, mais la parole va moins vite que la pensée, et donc je suis obligée de me canaliser, d'écouter ce que je dis, et donc du coup pendant ce temps je pense pas. C'est comme moi, j'arrive pas à travailler à l'écrit, c'est-à-dire que prendre mes cours à l'écrit, c'est pas possible. Je vais pas assez vite, ça m'énerve. Alors que je tape 200 mots à la parole, je tape 200 mots à la minute à l'ordinateur, donc vous vous doutez bien que j'ai très vite abandonné l'écrit parce que c'était insupportable, quoi. Ça n'avance pas, c'est c'est super chiant. Alors après, on va pas se mentir, ça reste assez difficile. Par exemple, dans ma relation de couple, rien ne fonctionne comme je voudrais. Genre, c'est insupportable. C'est vraiment une relation où c'est ultra chaotique, on a de très très hauts et on a de très très bas parce que justement, il y a certains sujets qui me posent problème, avec lesquels je suis pas d'accord dans mon mode de réflexion. Et donc mon mec n'est pas d'accord non plus, donc on entre en conflit, donc c'est assez compliqué. Ça l'est d'autant depuis que j'ai découvert en fait la notion de faux self, et que c'était mon cas. Alors qu'est-ce que c'est ? Le faux self,
c'est le fait de se créer une personnalité qui n'est pas la sienne et qui s'adapte parfaitement aux attentes de la société ou de quelqu'un d'autre. Dans mon cas, c'est principalement les attentes de ma belle famille, de mon mec, et c'est un faux self que j'utilise dès que je me sens pas à l'aise en société, globalement. Alors pourquoi c'est créé et pourquoi la personne au potentiel le fait? C'est pour éviter en règle générale le rejet, l'abandon, dans mon cas l'irrespect. En fait, moi, j'ai très très peur qu'on me manque de respect, que je m'énerve et que j'en foute plein la gueule aux personnes concernées. Et j'ai super peur qu'on me traite encore de différente, un peu d'extraterrestre. Et donc, je pense que c'est pour ça que je l'ai créé. Donc, c'est assez difficile à expliquer parce que, en fait, c'est pas un mensonge, si vous voulez. Oui, il y a un masque, mais qui fait qu'on a un comportement qui n'a rien à voir avec le nôtre, parfois même allant, pour certains, en tout cas de ce que j'ai lu, jusqu'à des goûts, des hobbies, des passions qui sont pas du tout les nôtres, mais qu'on fait semblant, entre guillemets, d'aimer pour se faire accepter. Mais c'est pas de l'hypocrisie, parce que l'hypocrisie, c'est un mensonge et c'est volontaire. On est volontairement gentil avec quelqu'un qu'on n'aime pas et qu'on le sait très bien. Alors que le faux self, en fait, c'est une façon de se protéger du jugement et du rejet. On le décide pas. On se dit pas un matin, oui, alors je vais me comporter comme ça. Non, voilà. On le fait pas du tout de façon réfléchie, bien au contraire. C'est un mécanisme qui est créé par le cerveau, complètement inconscient, et parfois il éclate à la surface. Alors, en règle générale, d'après ce que j'ai lu toujours, ça éclate justement chez les personnes au potentiel autour de 35, 40, 45, 50 ans. Et le problème, c'est que ça explose parfois dans des vies de famille bien rangées et d'un coup, la personne HPI, elle pète un plomb et elle est plus du tout d'accord et elle se rend compte, à l'aide de psychothérapie, parfois même de psychanalyse, de psychiatrie, que non, en fait, ça va pas du tout et que c'est super grave, quoi. Parce qu'on se rend pas compte, mais quand ça fait des années que vous vous habituez à vivre avec un masque qui n'est pas le vôtre, à la fin, vous savez même plus quelle est votre véritable identité. Alors, je parle dans les faux self, très développés et assez graves, entre guillemets. Je vous disais tout à l'heure, ça répond parfaitement aux attentes sociales qu'on peut avoir de moi. En réalité, en fait, c'est pas vraiment ça. Dans le sens où, sur certains sujets, je garde ma sensibilité, ma façon d'être. Genre, je dis ce que je pense ce que je dis, j'envoie chier les gens. Mais ma personnalité, elle est effacée, elle est atténuée. C'est-à-dire que là où je vais, par exemple, être très vulgaire, rentrer dans les gens parce que je m'en fous des gens, je le ferai pas. Si j'ai mon faux self, j'ai tendance à être plus dans la négociation, le marchandage, être toute douce, être toute gentille, même ne pas dire du tout ce que je pense pour éviter justement qu'on se dise « Ah oui, mais non, elle pense bizarrement, je suis pas d'accord avec elle. » Et en fait, j'ai moins de facilité à exprimer mes vrais sentiments. Je sais pas comment expliquer, en fait, genre j'ai moins le courage de dire vraiment ce que je pense, moi qui pourtant ai un caractère genre vraiment très fort et à tendance dominante, Donc c'est super étonnant, c'est très déroutant, surtout quand on s'en rend compte. Encore quand on s'en rend pas compte, en fait le cerveau, t'as pas le recul pour te dire « Ah là, c'était bizarre », non, parce que tu t'en rends pas compte. Donc dès que tu t'en rends compte, c'est ultra déroutant. Et en fait, moi, faut savoir que je suis au tout début de cette découverte, ce questionnement, il est très récent, et probablement, même sûrement, que les choses, elles vont évoluer et elles vont devenir complètement différentes dans le temps. Alors on va bien s'entendre, je mens pas volontairement à mon mec et à sa famille et aux personnes que je rencontre en société. Je pense en fait que j'ai une crainte qui est extrêmement enfouie au fond de moi et à laquelle j'arrive pas à faire face. J'ai peur. Je pense que j'ai peur de quelque chose. De quoi? Je sais pas encore et je travaille dessus, mais ça c'est sûr, j'ai peur de quelque chose. Il faut voir le truc dans le sens où j'ai tellement peur que j'ai créé une facette de ma personnalité entre guillemets plus abordable. Parce que par exemple, à prendre un truc con, mes super potes quand ils me connaissent, comme quand je dis quand ils me connaissent très très bien, en société, ils vont avoir tendance à me présenter en mode attention, parce qu'elle va te rentrer dedans, tu cherches pas. Et en fait, je me suis rendu compte que dès qu'on me présente comme ça, genre, je me referme comme une huître. Et c'est l'effet inverse, dans le sens où, hop, ah ouais d'accord, donc en fait ça c'est un problème, je peux pas être complètement moi, hop, le faux self il se met dessus et bam. Et ça je vous dis en ce moment-là parce que je viens de faire le lien, Genre j'avais pas du tout fait ce lien-là et je viens de le faire. Quand je dis plus abordable, c'est par exemple la fille là, cette fille avec le faux self, donc la fille que je deviens, par exemple, celle que je suis, par exemple elle exprime pas autant son féminisme. Alors, j'ai pas peur de faire des podcasts à des inconnus, mais je suis pas capable d'exprimer haut et fort mon féminisme, par exemple, à un repas de famille chez mon mec. Alors que vraiment, au quotidien, ça me pose aucun problème. Vraiment, mais aucun problème. Donc je poste des mèmes sur Insta, je publie des réflexions à ce sujet, mais à table c'est pas possible. Voilà, vous voyez, c'est là que ça devient chelou. Et en fait, ce qui est encore plus chelou par exemple, c'est que je suis très vulgaire, mais volontairement, dans le sens où j'estime qu'une femme, si elle a envie d'être vulgaire, elle a le droit de l'être et elle t'emmerde, quoi. Elle est pas là pour être jolie, pimpette, croiser les jambes correctement et puis siroter son petit thé le doigt levé. Elle fait ce qu'elle veut, elle t'emmerde, quoi. Vraiment. Je suis très démonstrative, je suis volontairement parfois très dérangeante dans ma façon d'être, dans le sens où en fait, j'accepte d'imposer mon caractère et de prendre la place que je mérite de prendre, dans le respect, Je suis pas là pour crier sur les gens, leur marcher dessus et les rabaisser, pas du tout. Mais dans le sens où je pense que je dis ce que je pense sans souci dans ma vie quotidienne et j'estime que c'est un droit et que c'est dû aux femmes en fait. C'est pas respecté à toutes les autres personnes. Donc je m'efface et justement, quand j'ai mon faux self, je vais m'effacer complètement derrière mon mec dès qu'il est là. Genre, oh, il n'y a plus personne. Elle a éteint les lumières, quoi. Clairement, c'est un peu ça.
je deviens une pâle copie de moi, je m'exprime qu'en cas de grave nécessité, je contredis avec extrêmement de prudence, alors que dans la vraie vie, bon, je m'en bats les couilles. Hein. Si t'es pas d'accord, t'es pas d'accord, mais je vais te dire exactement ce que je pense. Alors, je vais toujours dans le respect, je vais pas insulter les gens gratos, ça sert à rien, mais quand j'ai mon faux self, non, je vais être vraiment en mode tout doux, tout gentil, et ça va même pas être de la contradiction, c'est-à-dire que c'est tellement refoulé qu'on n'a pas l'impression que je contredis la personne. Alors que moi, j'ai qu'une envie de le faire. Il faut vraiment vous rendre compte que avec le recul, c'est comme si on avait pris ma personnalité, qu'on l'avait pas dit, qu'on l'avait attachée dans mon cerveau et que quelqu'un d'autre parlait à sa place. Et que du coup, moi, tout le long, je suis consciente de ça, mais genre, je n'ai aucun moyen d'interagir. Et encore, je rappelle que j'ai conscience de ça depuis peu. Parce qu'avant, on n'en a même pas conscience. Le mini-moi, il est tombé dans les pommes. Et il y a quelqu'un d'autre qui prend le contrôle, et quand je me réveille, je suis de nouveau aux commandes. Donc en fait, je zappe complètement. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Dites-moi dans les commentaires si je suis pas claire. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'affiche pas clairement mes pensées, ni mes intentions. Je reste en surface, en fait, d'une personnalité qui est pas la mienne. Donc dit comme ça semble peut-être être juste une personne genre qui se comporte bien en société. Alors, c'est pas vraiment le ressentiment que j'ai. Quand je prends le temps de me voir, c'est-à-dire de me remémorer ces moments-là, de prendre du recul, de m'examiner de l'extérieur, je vois juste une nana qui est pas elle. Genre, qui est complètement différente. Genre, je vois deux nanas différemment. Même avec mon mec. Et mon mec, ça fait des années qu'on est ensemble. Hein. J'ai des réflexions et des comportements avec lui qui sont complètement en dissonance avec mes plus proches amis, avec ma famille, avec mes proches, même des discussions que j'ai avec moi-même à voix haute. Et je comprends pas. Genre, pourquoi alors, peut-être que c'est passager, j'en sais rien. Je sais même pas quand j'ai commencé à le créer, en fait, ce faux self. Ça se trouve, ça fait 20 ans qu'il est là. Bon, j'en ai 26, donc ça serait un peu con, mais quoique... En vrai, j'ai lu des articles qui disent que c'est possible. Mais bon, admettons. Je sais pas quand il a été créé, je sais pas pourquoi. Par contre, ce que je sais aujourd'hui, et ça, j'en suis sûre, en tout cas quand j'enregistre ce podcast, c'est que je veux plus continuer. Dire au moment, c'est bon, j'ai envie de vivre ma vie comme moi, je veux la vivre, genre en étant moi-même. C'est bizarre de dire ça quand même, mais voilà. Et il est temps en fait d'assumer que je suis ce que je suis. Que je suis une nana avec un fort caractère, qui assume et qui pose ses ovaires sur la table, quoi. Merde. Genre, j'ai pas envie de me cacher, genre, clairement non. J'ai envie d'assumer ce que je pense, j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends, face à tout le monde, face même à n'importe qui, que ce soit devant mes proches, mes amis, des inconnus, je m'en balance les ovaires. Franchement, je veux juste vivre ma vie. Je veux être moi, pleinement. Alors, bien sûr, je continuerai, je pense, à avoir peur, à craindre certains sentiments, certaines situations, mais je pense que ça doit pas m'empêcher de les vivre pour autant. Et surtout, je veux passer le stade de la crainte d'être rejetée. Ouais, c'est super important pour moi. Je veux vivre. Je veux pas faire semblant, tu vois, j'en ai marre de me retrouver dans des situations délicates juste parce que j'ai pas assumé pleinement qui je suis et qu'en fait, a posteriori, je me dis mais non, sérieux, là c'était pas toi, là t'as pas voulu dire ça, tu penses pas ça, tout ce que t'as dit là c'est du mytho, c'est du bullshit pour te protéger, t'as juste essayé de sauver la relation et au final, tu t'es menti à toi-même et voilà, et maintenant comment tu fais ? Et là, ça suffit. J'ai atteint un stade où j'en ai trop marre. Ce faux self, cette personnalité-là qui est pas la mienne, je la refuse. Je veux être moi, je veux pleinement être moi, à chaque minute de ma vie, avec chaque personne qui rentre dans celle-ci. Et si ça plaît pas, et quelle importance ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un d'autre que de moi-même ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de satisfaire les envies, les désirs, les plaisirs, les intérêts d'une autre personne ? Non. Et de quelqu'un d'autre que de moi-même ? Non, en fait, je pense pas. Et même, je suis archi sûre. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Vraiment, pour le coup, j'en sais rien. Je sais pas le temps que ça prendra, mais stop. Stop. Ras-le-bol de me cacher derrière une personne que je suis pas, de vivre des choses en contradiction, d'imposer à mes proches des débats et des changements. Oui, parce que du coup, vu que quand j'ai mon faux self, je dis des choses que je pense pas, quand je reprends mon courage d'assumer, et ça, genre, c'est pour mes proches, c'est ultra dérangeant. Il y a tant de temps, tu m'as dit ça, et puis là, on est tant de temps après, tu me dis ça, c'est complètement rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé entre ? Et quand tu leur dis, il s'est rien passé, c'est juste que la première fois, je te l'ai pas dit. Comment ça se passe ? Comment ça, tu me l'as pas dit ? Je te l'ai pas dit. Donc tu m'as menti. Non, je t'ai pas menti parce que j'avais pas envie de te le dire. Oui, mais c'est du mensonge par omission. Non, c'est pas du mensonge par omission. Et du coup, vous vous rendez bien compte que ça devient un bordel monstrueux. Donc ouais, je veux vivre en étant moi, tout le temps, à chaque moment de ma vie, et tant pis. Tant pis si ça plaît pas, tant pis si ça me sépare de certaines personnes. Je m'en fous. Ma vie, elle m'importe plus. Simplement. Tell me where you went, all the messages I sent with no